Soit tu meurs en héros, soit tu vis suffisamment longtemps pour devenir le gamin du même. C'est comme ça qu'à peine plus d'un mois après ma vidéo où j'explique pourquoi j'ai arrêté One Piece, j'ai rattrapé mes 450 chapitres de retard et maintenant je suis à jour. Oui, il se trouve qu'avoir fait des recherches pour pas raconter n'importe quoi dans ma vidéo précédente, ça m'a un peu replongé dans ce que j'aimais de One Piece. Et comme j'expliquais, j'étais lassé par la formule qui se répétait, mais après quelques années passées à ne pas regarder One Piece, la formule, je l'avais oubliée. En tout cas, elle me saoulait plus. Et en plus, avec tous les commentaires qui vantaient les mérites des arcs suivants, ou bien qui s'en plaignaient, ça a attisé ma curiosité. J'ai un peu déserté Twitch en conséquence, avec les soirées de lecture intensive passées à rattraper mon retard. Oups. Et donc, je me sens un peu obligé de revenir sur le sujet pour donner mon avis et ce que j'ai pu tirer du nouveau monde. Comme c'est One Piece, évidemment, c'est très dense, c'est très riche. Donc il y a forcément des choses intéressantes à souligner. Et je me dis qu'un moyen sympa d'en parler en vidéo, c'est d'analyser un trope ou une technique narrative employée dans chaque arc. De l'île des hommes-poissons à Wano. Oui, j'ai surmonté l'île des hommes-poissons. C'est vrai que ça devient un peu plus intéressant passé le début. D'ailleurs, en tant que youtubeur, je vais vous donner mon avis au fil de la vidéo en faisant une tier list. Tout pour le contenu! On va reprendre depuis le début donc, mais avant de plonger au fond de l'océan, voici un message de notre sponsor. Cette vidéo vous est présentée par un VPN dont je vous ai déjà parlé avant et que j'utilise depuis tous les jours pour me protéger des hackers et des sites malveillants, CyberGhost VPN. Je le rappelle encore une fois, un VPN c'est un réseau virtuel privé. Quand vous êtes en déplacement et que vous devez utiliser le Wi-Fi public d'un fast-food à la qualité discutable et que vous voulez savoir à quel point vous allez regretter la digestion de votre burger, votre connexion n'est pas sécurisée. Mais avec un VPN, vous pouvez vous connecter à ce réseau tout en protégeant vos infos perso, votre adresse IP et vos données afin que personne n'apprenne que vous avez un syndrome de l'intestin irritable. Et vous le savez sans doute déjà, mais l'autre attrait principal des VPN, c'est l'accès au contenu géo-restreint. Vous pouvez accéder au catalogue restreint de votre service de streaming préféré, Netflix, Disney+, Amazon Prime, Hulu. Il y a des tonnes de films et de séries qui ne sont disponibles qu'avec une adresse IP américaine par exemple. Et avec CyberGhost VPN, il vous suffit d'un clic pour vous connecter à un serveur étranger et débloquer tout ce catalogue. Le logiciel est facile d'utilisation, pas besoin d'être un expert en info. En plus, ils sont au top niveau transparence. Ils ne collectent et ne partagent pas vos données. Grâce à ça, ils sont leader mondial de l'industrie de la sécurité et de la confidentialité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils différents, que ce soit sur Windows, iOS ou Android. Faites-en profiter votre mamie pour qu'elle découvre tous les animés de harem disponibles sur le catalogue japonais de Netflix. Je suis sûr qu'elle va adorer. N'hésitez pas un instant et devenez un client satisfait comme moi. En utilisant le lien dispo dans la description et le commentaire épinglé, vous aurez 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois, ainsi que 4 mois gratuits. En plus, vous avez 45 jours de garantie satisfait ou remboursé et un support 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Alors au pire, si vous essayez et que ça ne vous convient pas, vous serez remboursé. Foncez et cliquez sur le lien juste en dessous si ça vous intéresse. Maintenant, retour à la vidéo. On commence donc avec l'arc qui m'avait fait arrêter One Piece. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai lâché au début, donc je n'avais pas vu le flashback avec la reine Otohime et Fisher Tiger qui donne un peu le sel de cette histoire. Mais de mon avis, cet arc souffre avant tout de son antagoniste. J'ai dû aller chercher son nom sur Google en tapant le script, c'est dire à quel point il m'a marqué, Oddie Jones. Et c'est vraiment le point faible de cet arc parce qu'il est indissociable de sa thématique principale et qu'il y apporte une réponse étonnamment pessimiste pour One Piece. Le thème de l'arc des hommes-poissons est super intéressant. Il soulève une question très sérieuse et pertinente même dans le monde réel. Est-ce qu'on peut se vider de son sang à force de voir trop de sirènes sexy? Non, attendez. Pardon, la question c'est... Comment deux groupes peuvent se réconcilier après que l'un ait commis des atrocités sur l'autre? Les hommes-poissons ont été opprimés par les humains, réduits à l'esclavage et sont toujours considérés comme une race inférieure. On nous présente alors deux réponses à la question. La première, celle de l'émancipation, est représentée par Fisher Tiger. Sa solution, c'est de libérer les esclaves et de maintenir la séparation entre humains et hommes-poissons, mais avec des hommes-poissons libres et indépendants. Il refuse de répondre à la cruauté par la cruauté, mais on apprend qu'il gardera toujours au fond de lui une haine profonde des humains, qu'il voulait cacher aux nouvelles générations pour les libérer de ce poids. La seconde, c'est celle de la reine Otohime, la réconciliation. Elle souhaite convaincre son peuple que les oppressions qu'ils subissent sont le fait d'une minorité et qu'au fond, il y a autant de bons humains que de mauvais. Pour elle, la première étape est le pardon. C'est répondre à la cruauté par la bonté et espérer inspirer les humains en retour. Mais Oddie Jones, vraiment un nom de merde, mon cerveau refuse de le retenir, apporte une troisième réponse qui le place en antagoniste. La réconciliation est impossible. Il faut répondre à la cruauté par la cruauté, inverser les oppressions pour se retrouver du côté du bourreau plutôt que de la victime, même si ça implique
implique d'oppresser également les pacifistes de son propre peuple. Il est consumé par la même haine que Fisher Tiger, mais au lieu de la combattre, il l'épouse. Ce faisant, il prend une drogue qui lui donne plus de pouvoir, mais détruit son espérance de vie. Et ce que ça raconte, c'est que les victimes d'oppression qui se laissent dévorer par leur vengeance finiront par dépérir. De jeunes rebelles deviennent littéralement des vieux cons en l'espace de quelques jours. Et je trouve ça dommage d'en avoir fait un méchant très méchant, parce qu'on a l'habitude d'avoir des méchants très méchants qui font des choses impardonnables, mais que ça colle nettement moins quand la thématique c'est la réponse d'un groupe opprimé à la violence qu'on lui a infligée. Le fait que ce soit Odie Jones qui a assassiné Otohime, ça retire la question. Il n'est plus une victime justifiée dans sa vengeance, c'est juste un sale con. Il est responsable en partie du clivage continu entre hommes-poissons et humains, et ça lui retire un point de vue empathique. J'aime bien les méchants qui ont un peu raison. Je trouve ça toujours plus intéressant, ça donne de la profondeur aux affrontements. L'un des meilleurs moments de One Piece, c'est Luffy contre Usopp par exemple. Deux personnes qui ont chacun de très bonnes raisons de vouloir gagner. Avec Odie Jones, on a juste un gros méchant pas beau qui a complètement tort, et on rate une occasion de confronter plusieurs visions du monde. Et à cause de ça, je mets cet arc dans la catégorie C de la tier list, pas ouf ouf. On arrive ensuite sur Punk Hazard, et dans mes commentaires sur la dernière vidéo, j'ai eu l'impression que c'est un arc vraiment pas populaire. Donc je l'ai approché avec un peu d'appréhension. Mais en vrai, ça va, c'était pas la panacée, mais c'était pas non plus si terrible. Et ce que j'ai notamment beaucoup aimé, c'est l'utilisation d'un trope très répandu, voire presque cliché, le Freaky Friday Flip, ou FFF. Welcome. Alors non, aucun rapport avec la Fédération Française de Funk. Le trope tire son nom du roman Freaky Friday de Mary Rogers, adapté plein de fois en film. C'est l'histoire d'une jeune fille qui change de corps avec sa mère, c'est un scénario désormais classique. Si vous n'avez jamais vu ce scénario, bienvenue dans le monde de la fiction, installez-vous, ça va vous plaire. Et évidemment, c'est un trope majoritairement utilisé à but de comédie. C'est rigolo de voir comment les gens s'adaptent quand on échange leur corps. Jusqu'à l'inévitable gag sur un garçon qui se retrouve dans un corps de fille et décide que c'est acceptable d'en profiter pour se tripoter. Sanji, si elle dit non, c'est non, Sanji. Ça s'appelle le consentement, même si tu es dans son corps. Si elle t'a pas dit oui, c'est mort. Il est en prison. Mais là où c'est intéressant dans One Piece, c'est que l'échange de corps n'est pas qu'un gag, mais qu'il joue également un rôle dans la tension dramatique du récit. En effet, à l'instar du changement de corps de Goku et Ginyu dans DBZ, les personnages de One Piece se retrouvent privés de leurs aptitudes une fois dans le corps des autres. Ça permet de rappeler à quel point l'équipage est devenu fort, et surtout à quel point ils ont appris, mais aussi à quel point ils ne sont pas interchangeables. Sanji dans le corps de Nami, en dehors de son comportement douteux, n'est pas capable des mêmes prouesses que dans son propre corps, et encore moins d'utiliser les techniques propres à Nami. Et je trouve que c'est un des plus gros points forts de Oda, il ne sépare pas les gags du scénario. Ce ne sont pas des apartés, les situations humoristiques ont un impact sur les événements sérieux de l'intrigue. Donc pour moi, Punk Hazard, c'est un arc plutôt imaginatif, qui n'atteint pas les sommets, mais n'est pas non plus décevant. Tier B, c'est ok. Jusqu'ici, le Nouveau Monde, j'ai trouvé ça très mid. Pas ouf. Je m'attendais quand même à mieux. Ok, c'est mieux. Pas de suspense, c'est tier A. C'est un oui. Dressrosa, c'est un arc épique et dramatique avec des personnages secondaires attachants qui ont un passé tragique, ça se finit en gros bordel et en baston général sur fond de révolution, c'est tout ce que j'aime dans One Piece. Et c'est un arc qui utilise un trope que j'adore, qui est également très proche du cliché, celui de l'amnésie. À Dressrosa, une partie de la population a été transformée en jouet et a été complètement oubliée. Que ce soit par leur famille, leurs amis, ils sont les seuls à se souvenir qu'ils existaient. On a notamment le personnage de Kairos qui a été transformé en petit soldat, oublié par sa propre fille et dont il ne reste qu'une statue au Colisée que les gens pensent représenter un gladiateur n'ayant jamais existé. Et là où ça marche vraiment bien, ce qui nous rappelle que Oda a des choses à raconter derrière son histoire, c'est que cette amnésie est au service de la thématique de l'arc. C'est un arc sur la révolution construit autour du besoin de renverser un tyran. Ce tyran, Doflamingo, possède une incroyable arme de propagande. En effaçant la mémoire des gens, il réécrit l'histoire pour se présenter en héros du peuple. C'est une vraie réflexion sur le devoir de mémoire. Quand on oublie l'histoire, qu'elle est réinventée par les puissants pour asseoir leur domination, alors on étouffe la flamme de la révolution. Et justement, quand Usopp rend leur souvenir aux gens, c'est l'étincelle qui démarre la révolte. La population se souvient de ce qu'on lui a arraché, des souffrances qu'on lui a infligées, et elle sort de sa léthargie. D'ailleurs, je pense que c'est pas anodin que dans cet arc, Luffy découvre que Sabo a survécu, qu'il est un révolutionnaire, et qu'il obtienne le pouvoir des flammes. C'est marrant quand même, c'est comme si l'auteur comprenait la symbolique de ce qu'il nous raconte. Et encore une fois, c'est pas un trope qui est utilisé gratuitement, comme l'amnésie l'est très souvent. Oda en fait le cœur de l'arc, un enjeu majeur dans l'intrigue, mais également une base solide pour la thématique qu'il explore. Ah, il est fort, je vous l'accorde, il est très fort. Alors Big Mom, c'est un arc qui tourne autour de Sanji. On y introduit également l'île de Zou.
Zo. Bienvenue à Zo, c'est l'île des animaux qui te font des câlins et qui ont des gros seins. Mais pourquoi cette lapine attend de sexe à pile? Pourquoi ces animaux n'ont qu'une paire de lolo? Cette chienne est trop sexy, c'est une île de furie, c'est Zo. L'éléphant quoi. Et on mentionne Wano ainsi que les poneglyphes rouges. Donc c'est un arc qui sert aussi pas mal à introduire des éléments importants pour la suite du récit, notamment au début. Et il est intéressant parce qu'il ramène du conflit au sein de l'équipage des chapeaux de paille. En effet, on a Sanji qui décide de se sacrifier pour qu'on laisse ses amis tranquilles, et Luffy qui refuse catégoriquement cette décision. Ce qui m'a interpellé dans l'écriture de cet arc, c'est à quel point il se construit sur les attentes faussées des personnages. Tout sur Whole Cake Island n'est que paraître et la vérité reste cachée. Sanji s'attend à ce que ses amis l'abandonnent parce qu'il considère au fond de lui qu'il n'est pas digne d'eux, que sa famille représente un poids avec lequel il ne veut pas les accabler, alors que l'équipage est prêt à porter n'importe quel poids, justement car Sanji est leur ami. Dans le même genre, on a le personnage de Pudding qui construit son plan d'assassinat autour de l'idée que Sanji sera dégoûté et choqué à l'instant où il découvrira son troisième œil. Mais la réalité, c'est que Sanji trouve son œil magnifique. Il ne la rejette pas, réagit à l'encontre de ses attentes et ça renverse complètement la situation. Et encore une fois, je me trompe peut-être, mais je sens une connexion thématique. Puisque c'est l'arc où Luffy apprend à utiliser le haki pour voir un tout petit peu dans l'avenir, c'est-à-dire qu'il développe un pouvoir qui le libère de ses attentes. Alors forcément, c'est difficile de passer après Dressrosa, la connexion est plus légère, j'ai peut-être surinterprété. Mais ça reste un arc intéressant avec de grands moments pour les personnages et j'ai pas grand chose à lui reprocher. Donc, tir B. Et on arrive finalement à Wano Kuni, un arc qui a été décrit dans mes commentaires comme interminable et trop long. Et peut-être que ça l'était en suivant semaine après semaine. Mais pour l'avoir lu d'une traite, j'ai pas senti de longueur. Il y a effectivement énormément de choses à suivre, d'histoires parallèles, de personnages secondaires, et l'affrontement final sur Onigashima est un joyeux bordel, mais j'ai vraiment aimé cette énergie frénétique. Et c'est un très bon exemple du talent de jongleur narratif d'Eiichiro Oda. Ce mec est capable de lancer 10 lignes narratives en même temps, de les faire partir dans n'importe quel sens, et de les faire se réunir en un seul point culminant. Ce qui n'est pas donné à tous les auteurs. Mais c'est peut-être ça qui pêche quand on suit son histoire un chapitre à la fois. Oda, c'est un mec qui a une vision d'ensemble. Il sait où il va, mais il prendra jamais le chemin le plus direct pour y aller. Avec lui, c'est vraiment un chaos organisé, qui récompense beaucoup les lecteurs s'ils prêtent attention aux détails. Dans l'arc Wano, on a la culmination de son style. Entre Luffy qui arrive en prison, l'histoire des 9 samouraïs, les flashbacks sur Oden, la mort simulée de Komurasaki, l'exécution de Tonegasu, l'amnésie de Big Mom qui ici est jouée de façon plus cliché, l'histoire de Yamato, sans compter les interludes à Marijoa avec Sabo et Kuma, ça part dans tous les sens. Mais en le lisant d'une traite sans l'attendre d'un chapitre à un autre, c'est fluide. Et surtout, l'atterrissage est géré. À la fin, toutes les lignes narratives se rejoignent. Chaque personnage a l'occasion de briller et d'obtenir une conclusion à son intrigue personnelle, avant que l'intrigue globale ne se termine. C'est comme voir une dizaine d'écouteurs emmêlés qui se dénouent les uns après les autres, c'est très satisfaisant. Mais ça ne peut exister qu'après la frustration d'avoir vu autant d'écouteurs emmêlés. Hashtag relatable. Par contre, je recommande pas de s'en inspirer si vous débutez en écriture. C'est très dur à gérer. Pour avoir moi-même écrit une scène avec 5 lignes narratives différentes, je peux vous dire que c'est très compliqué, il m'a fallu des schémas et un tableau. C'est pour le volume 5 de Renégat, ça sortira un jour, j'en suis au 6ème là. Mais c'est une belle preuve des capacités de l'auteur de One Piece. J'imagine même pas la quantité de papier qu'il lui faut pour ses notes. Et s'il garde tout en tête, je peux affirmer que c'est pas un humain. Ou alors il a croqué dans le fruit auteur-auteur. En tout cas, l'arc du pays des Wa m'a beaucoup impressionné. Il y a des moments où j'ai pleuré, c'était épique, c'était drôle, ça fait beaucoup avancer l'intrigue et les personnages. Bref, pour moi c'est du grand One Piece et je le range dans le tier S. Oh putain. Mais peu importe le classement. L'important c'est que je suis vraiment content d'avoir repris One Piece. Alors ouais, j'ai arrêté parce que c'était trop long et qu'à un moment de ma vie j'avais pas forcément le temps de tout regarder. Et même si là je l'avais pas forcément, je l'ai pris. Et j'ai pas regretté. C'est peut-être parce qu'elle est aussi longue, mais elle me touche particulièrement. Ces personnages sont si vivants, son univers est si tangible. On peut pas regarder One Piece sans ressentir l'âme d'un enfant qui veut devenir pirate. Et cet enfant, je sais pas si on l'a tous été, mais moi en tout cas, je l'étais. Alors suivre les aventures de Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami et les autres, ça fait vraiment du bien. Donc je tiens à dire merci à toutes les personnes qui ont insisté dans les commentaires pour que je reprenne. Vous aviez raison, je loupais quelque chose. Et à tous ceux qui comme moi avaient lâché au bout d'un moment, si vous avez eu le temps d'oublier la frustration de cette histoire qui dure trop, n'hésitez pas à reprendre, vous serez pas déçus. Parce que non seulement c'est bien écrit, mais c'est une histoire qui a du cœur. Et ça vaut tous les trésors du monde. Mais je dois vous annoncer quelque chose par contre, après tout ça, j'arrête One Piece. Non, c'est pas ce que vous croyez. C'est juste que ma réflexion sur l'arc du pays des Wa m'a amené à une conclusion
One Piece, c'est mieux quand on lit tout d'une traite. Donc au lieu de suivre l'arc actuel chapitre après chapitre, je vais sagement attendre qu'il soit sorti intégralement. Et après je vous ferai tout d'un coup pour bien kiffer. C'est comme ça que personnellement j'aime One Piece et que j'en tire le plus de plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, comme ça peut-être que je reviendrai sur l'arc suivant une fois qu'il sera terminé. En attendant, encore merci à CyberGhost VPN, n'oubliez pas le lien dans la description et le commentaire épinglé pour profiter d'une réduction exceptionnelle de 83%. Protégez vos données de navigation et débloquez le contenu restreint pour 2,03 € par mois seulement. Satisfait ou remboursé? Allez donc y jeter un œil, un grand merci aux tipeurs, Tropper, out.